je pense que j'ai eu besoin de passer par cette phase de déni et peut-être de trouver qui j'étais en dehors de ces étiquettes-là. Parce que justement, elles avaient été un petit peu difficiles à porter quand j'étais enfant, tu vois. Parce que derrière, je pense qu'on avait, et surtout à l'époque, même si encore aujourd'hui il y a des préjugés dessus, mais juste l'idée reçue de la personne qui doit réussir, du génie, des choses comme ça. Moi, je me sentais pas comme ça, je me sentais extrêmement bête, parce que quand t'as pas les codes sociaux et que t'as toujours la sensation, tu sais, quand on te parle d'être à côté de la plaque, mais qu'en plus tu sais pas où elle est cette putain de plaque, ben ça te rend fou en fait. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Élodie Crépel, hypersensible, autrice, médiatrice, formatrice, thérapeute, femme, maître en psychanalyse, ex-assistante sociale et médiatrice familiale, mère de 4 enfants, conférencière passionnée de CNV, créatrice de contenu, mais également HPI. Bonjour Élodie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à toi pour cet honneur. Eh ben c'est un plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourra en donner encore beaucoup d'autres sans parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras sans doute, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager, comme à son habitude, son point de vue subjectif. Donc j'en arrive enfin à ma première question pour toi, Élodie. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité là tout de suite, qu'est-ce qu'elle dit ? Ma sensibilité là tout de suite, je pense qu'elle me rappelle sans cesse de devoir faire très attention à moi, de ne pas m'oublier. Tu vois, que ça soit dans mon métier où j'accompagne les gens ou dans ma vie personnelle où j'ai 4 enfants, c'est trop facile de s'oublier, de se faire passer un petit peu en dernier. Donc ma sensibilité, elle me renvoie à ça. Tu vois, un petit peu comme une alarme dans une voiture. Quand t'as les signaux qui dérangent un petit peu, mais qui quand même sont là pour t'éviter l'accident. Ok. Est-ce que c'est une vigilance que tu dois nourrir en permanence ou est-ce qu'il y a des moments où c'est plus important ? Là, est-ce que tu es dans un moment particulièrement susceptible de déclencher des alarmes ? Non, ça va, là, ça va. Mais, Okay. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus attention parce que j'ai pas forcément été éduquée comme ça. Je pense qu'on est nombreux d'ailleurs à ne pas être très attentifs à nos points de vigilance et voilà, souvent elle est là pour me réconforter en me disant toi aussi, t'as un droit d'existence. Chouette. Quel point de départ. Tu nous fais le plaisir en tout cas de nous rendre visite à l'occasion d'un livre coécrit avec Fabrice Michaud et qui est sorti récemment dans la collection Le Courrier du Livre aux éditions Très Daniel. Il s'intitule « C'est décidé, je change ma vie ». Juste en dessous, on peut lire 2 compléments, 52 clés pour s'affirmer et prendre enfin sa place et 1 année pour tout changer pour moi. On sent immédiatement le style direct et l'intention de mise en mouvement, de mise en action que souhaite impulser ce livre. Est-ce que je me trompe en disant qu'un des objectifs principaux de ce livre est de bousculer le lecteur ? Non, tu te trompes pas et c'est d'ailleurs pour l'anecdote pour ça que j'ai souhaité justement le coécrire avec Fabrice Michaud parce que il a ce côté un peu punchline que moi je n'aime pas, tu vois, il saute directement dans la flaque de boue quoi, sans aucun problème si ça éclabousse. Là où moi justement je mets souvent des formes, j'arrondis les angles, tu vois, je prends soin d'eux. Et j'ai trouvé que justement nos 2 perceptions et notre manière d'écrire à l'un comme à l'autre, ça pouvait justement être une mise en action progressive des choses pour essayer justement de booster le lecteur, mais avec beaucoup de vigilance, beaucoup de bienveillance, mais dans le passage en action. Parce que je pense que beaucoup, notamment d'hypersensibles, tu vois, la zone de confort de l'hypersensible, c'est le mental. C'est le fait de réfléchir, de re-réfléchir. Et finalement, ça génère souvent une procrastination, voire une procrastination active, c'est-à-dire le fait de réfléchir à la planification, à l'organisation sans cesse, mais finalement, il n'y a pas de mise en action, les choses ne sont pas faites. Et quand tu ne passes pas à l'action, il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas perdre confiance en toi. Donc oui, le fait de vouloir passer en action et de booster notre lecteur pour le faire, et c'est pour ça qu'on a pensé à des chapitres très courts, très impactants, c'est quand même le but de ce livre.
Ok, je te remercie pour cette réponse. On est directement au cœur de quelque chose qui me parle beaucoup, c'est-à-dire la procrastination, le fait que le mental pilote et que les actions soient difficiles à sortir. Et puis, directement, par ta première réponse, t'as mis aussi les warnings de l'autre côté, c'est-à-dire quand on passe à l'action, on peut aussi être dans une activité, dans quelque chose de vraiment très rempli où on peut s'oublier aussi. D'ailleurs, on peut s'oublier de deux façons. Dans deux excès, j'ai l'impression, dans les deux réponses que tu viens de me donner, c'est d'une part en ne passant jamais à l'action, donc en n'étant pas vraiment vivant de façon active, et puis de l'autre côté, en étant trop actif et en étant trop pris dans différentes missions qui nous animent, mais en oubliant peut-être un peu le centre de l'être. C'est intéressant d'avoir ces deux trucs comme ça. Ouais, totalement. Je crois que c'est pas forcément évident de trouver l'équilibre. Et d'ailleurs, je suis pas persuadée qu'on puisse trouver l'équilibre. Je pense que la vie est un déséquilibre, en fait, mais qu'il faut que tu trouves ton déséquilibre à toi, tu vois, entre le confort et l'inconfort. Si tu restes trop longtemps dans le confort, tu t'ennuies, surtout lorsqu'on est atypique. Je trouve que ça génère ce qu'on appelle le bore-out. C'est vraiment cet ennui qui fait que tu as une perte de sens. T'es pas motivé. Mais si tu es trop dans l'inconfort, ça génère de l'épuisement. Et ça, c'est compliqué. Donc, je crois qu'il y a des fois cette sous-activité, cette suractivité. Cette sous-activité parce que parfois, mine de rien, de vivre dans ce monde, tu te dis, ok, pour me sentir peut-être moins à part, tu vois, pour avoir la sensation justement peut-être de s'apaiser par rapport à certains stress, on va se mettre en sous-activité, mais c'est absolument pas épanouissant. Et puis parfois pour oublier aussi. Il y a des personnes effectivement qui passent en suractivité pour oublier le stress, qui sont pas du tout à l'écoute du côté corporel. Et tu vois, ça c'est quelque chose qu'on met en avant dans le livre, c'est-à-dire que ok, c'est super le mental, c'est très excitant et c'est très addictif d'être dans le mental en fait. Tu vois, ça carbure et tout, tu planes un peu, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu apprécies. Mais tu n'es pas que mental, tu es aussi un corps et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu aussi mettre en avant avec Fabrice. Vous êtes la composition des deux en fait et c'est hyper important de trouver un équilibre avec ces deux justement éléments. Ok, ouais. C'est vraiment très intéressant qu'on commence à cet endroit-là. Vraiment, je te remercie. Et j'ai une petite pensée pour les personnes qui, majoritairement, en suivant cette chaîne, sont d'une façon ou d'une autre atypiques ou intéressées par les sujets qui touchent les personnes atypiques. Et quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai beaucoup parlé de 3 étapes qui peuvent, selon moi, être les 3 étapes par lesquelles on passe quand on est atypique et que c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Donc la première étape, c'est de se sentir seul, de se sentir décalé, de se demander si on n'est pas fou ou un peu extraterrestre. La deuxième étape, c'est celle de l'étiquette, quand on comprend qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou et qu'on est bien un peu extraterrestre. Et puis la troisième étape, celle qui me tenait à cœur, c'est pour ça que j'ai monté cette chaîne, c'est celle où on fait le tour de l'étiquette en question, on comprend ce qu'elle a à nous apporter, et puis finalement la question suivante, c'est est-ce qu'il s'agirait pas à ce moment-là de réhumaniser son extraterrestre et enfin d'appartenir à l'humanité à laquelle on appartenait déjà, mais avec beaucoup d'inconfort. Et là, on peut y retourner d'une façon beaucoup plus apaisée parce qu'on comprend mieux son fonctionnement et là où on est un peu bizarre. Et cette étape, elle me paraît cruciale à mettre en avant parce que je trouvais qu'elle était très peu médiatisée. Et donc, dans ce livre, finalement, on se rejoint là-dessus. Qu'en penses-tu ? Je fais un tour rapide, mais comment ça sonne pour toi ? Je crois qu'au départ, il y a un peu, tu vois, sur ta première étape, je pense qu'il y a des atypiques où ils se sentent pas tant en décalage. En réalité, certains, ils pensent que c'est les autres qui sont en décalage. Tu vois, il y a des témoignages comme ça de personnes qui vont dire en fait, moi, je me sens pas anormale. Mais en fait, les autres, je comprends pas pourquoi ils sont pas normaux, justement. Tu vois, donc, je trouve que c'est une petite nuance comme ça hyper importante. Et on en revient un peu au même. C'est ce besoin peut-être de classifier, de comprendre. Moi, je dis souvent que les étiquettes, elles ont été créées pour et par les neurotypiques, en fait. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'atypiques, on n'en aurait pas besoin si on nous reprochait pas justement nos singularités, nos différences, tu vois. C'est parce que justement, on te répète que t'es trop, que t'es pas assez, que t'es ci, que t'es ça, qu'à un moment donné, t'es en quête peut-être d'une étiquette qui gratte moins. T'es en quête de te dire, au lieu qu'on va m'imposer une étiquette qui ne me convient pas, est-ce que je vais pas trouver un mot, quelque chose qui va mieux me parler et qui va résonner en moi et qui va me soulager. Donc, moi, je dis souvent une étiquette que l'on se met, en fait, on peut la décoller. Les étiquettes les plus difficiles, c'est celles qu'on t'a mis, sur les vêtements. Tu vois, la fameuse étiquette qui gratte là, qu'il faut découdre. Et plus tôt on te la met et moins tu t'en rends compte, ça devient en fait quelque chose, une croyance limitante sur toi-même.
Donc oui, petit à petit, je pense que c'est important de mettre des mots justes, des mots qui soulagent, des mots qui expliquent. Mais je crois, comme tu dis, que la troisième étape, en fait, c'est finalement que ça n'a pas trop d'importance au final. Et c'est un peu le concept de ce livre-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, arrêtez de croire qu'on va vous donner une place. Vous avez déjà une place dans ce monde, mais c'est à vous de la prendre en fait. Personne ne va vous la donner. Personne ne donne une place à personne en fait. C'est juste que au lieu d'être focus sur les problématiques, essayez d'être focus sur les solutions. Hmm. Entendu. Et je trouve important évidemment cette nuance que tu apportes et que j'ai fait un tour vraiment vite fait. J'avais pas écrit complètement ce que je t'ai dit. Et effectivement, il y avait cette ambivalence entre soit c'est moi qui suis fou, soit c'est le monde qui est fou. Et ça alterne entre les deux. Et c'est ça qui donne le vertige au bout d'un moment et où il faut absolument trouver quelque chose pour soulager en fait cette alternance entre les deux certitudes. Je suis fou, le monde est fou. Je suis fou, le monde est fou. Et au bout d'un moment, pour calmer cet aller-retour, l'étiquette peut, à un moment donné, stopper ça, le temps d'un instant, prendre une respiration, ensuite pouvoir décoller cette étiquette et aller vers l'humanité en disant « Ok, je joue avec vous, allez, c'est bon ». Et un truc comme ça. Du coup, ce livre, d'ailleurs, que je vais montrer à l'écran comme on fait à la télé, tu vas voir, ça va être hyper produit, parce que j'ai eu la chance de le recevoir et de le lire. Ce livre, donc, il est construit en 53 clés, divisées en 4 saisons, et chaque clé est composée de 4 parties. Une mise en situation rapide et parlante, un débriefing, une partie zoom et enfin un post-it orientation solution. Une construction vive, fractionnée et brève. Comment est venue cette forme d'écriture avec Fabrice ? Alors, c'est pas moi, c'est mon 10e ou 11e livre, donc je sais plus. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que on n'a pas tous et toutes le luxe de pouvoir avoir le temps de lire, en fait. Ça, c'est voilà. Beaucoup de personnes ont envie de lire, beaucoup d'ailleurs ont une pile à lire qui se rallonge au fur et à mesure, mais c'est pas forcément évident. Et moi, la première, je suis souvent interrompue dans mes lectures par mes enfants, maman par-ci, maman par-là, donc je peux très bien comprendre. Et les retours que m'ont fait mes lectrices, souvent dans mes livres, c'est qu'elles appréciaient que les chapitres soient courts. Et donc j'avais dit à Fabrice, il faut vraiment que ça soit un livre, en fait, si on le veut qu'il soit aidant et utile pour les personnes, il faut qu'ils puissent le lire, en fait. Il faut que le plus de personnes puissent l'incorporer dans leur quotidien. Donc c'est un petit peu venu comme ça, et puis après, au fil de nos discussions, on s'est rendu compte qu'en fait, la mise en action, trouver sa place, tout ça, c'est un processus. C'est un processus qui avance d'étape en étape. Donc en fait, très naturellement, on s'est dit, mais autant faire chaque étape, un chapitre. Et puis, moi, j'aime bien souvent utiliser des métaphores dans mes accompagnements sur les réseaux sociaux. Et je dis souvent aux personnes, en fait, une tomate, ça pousse pas en un jour. Alors, nous, on a un peu l'habitude, je pense, dans notre quotidien à pouvoir aller directement chez le maraîcher, au supermarché, acheter nos fruits et légumes facilement. Sauf que si quelqu'un a déjà fait son potager, vous voyez bien que de la graine à la tomate, il se passe beaucoup de temps. La préparation des semis, c'est déjà extrêmement long et extrêmement frustrant. Je sais pas si tu en as fait l'expérience, mais honnêtement, pour l'avoir fait, entre ce que tu plantes et ce que après tu peux vraiment mettre en terre, déjà, tu as une perte phénoménale, quoi. Donc ensuite, une fois quand tu as planté ton pied de tomate, il faut qu'il grandisse, faut l'arroser, puis avant que la tomate devienne rouge, pouvoir la déguster. Bref, il se passe beaucoup de temps. C'est un petit peu ça. Je me suis dit, c'est intéressant parce que nous aussi, on évolue au fur et à mesure des saisons. Et tu vois, beaucoup d'hypersensibles me disent être très, justement, sensibles et impactés par le cours des saisons. Que ça soit l'hiver ou l'automne ou, tu vois, printemps, été. Et je me dis, pourquoi pas, effectivement, le faire, effectivement, sous forme de saison parce que on oublie, et tu vois, c'est pour revenir, et je fais le lien avec ce que je t'ai dit précédemment, mais on oublie qu'on fait partie de la nature et que notre corps et ce qui on est, en fait, on interagit dans cette nature. Même si on est un petit peu coupé de tout ça, pour beaucoup d'hypersensibles, ça leur fait du bien, justement, se reconnecter à ça. Donc, c'était un petit peu l'idée du livre. Et donc, les clés, donc, chaque chapitre est une clé. Donc, il y en a 52, mais on a fait des clés d'urgence en plus qu'on peut utiliser tout le temps, des clés où, qui sont en lien aussi avec ces saisons. Tu vois, l'hiver, c'est un peu un côté où c'est un moment d'introspection. On hiberne en hiver, tu vois, on sort beaucoup moins. On va peut-être juste être sous son plaid avec un thé chaud, je ne sais pas. En tout cas pour moi. Donc c'est un moment où justement on est plus peut-être tourné vers soi. Alors les clés et ce qu'on a voulu amener sont en lien avec cette introversion et ce besoin justement de réfléchir sur soi. Tandis que toutes les clés qui sont liées à l'été, à la période estivale où on a tendance
justement à plus sortir, à rentrer en connexion avec les autres, à vouloir un peu plus de légèreté, j'ai envie de dire, bah c'est pareil, on a essayé de mettre des clés qui sont en lien. Donc on propose au lecteur, c'est une proposition, pas une obligation, de pouvoir lire en fait une clé par semaine, ce qui fait que tout au long de l'année en fait, il va petit à petit prendre sa place parce que il pourra mûrir sa clé et mettre en action ce qui a été dit dans la clé, donc dans le chapitre, tout au long de la semaine. Mais bien sûr, et je sais qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut lire d'un coup? Bah oui, bien sûr. Je suis pas derrière vous pour vous dire quoi faire. Ouais, et puis il y a aussi la possibilité qu'on aurait de lire la saison qui nous fait envie avant les autres, et puis le Oui, fait de se référer aussi au sommaire pour avoir accès aux clés qui nous appellent aussi juste par leur titre. Donc en fait, il y a plein de façons de rentrer dans ce livre, et c'est une bonne nouvelle. Et puis, ce livre, il met l'accent, pour moi, sur la marge de manœuvre qu'un individu peut avoir en changeant sa façon de se percevoir et de percevoir les autres. Et en d'autres termes, notre grille de lecture détermine notre vie. C'est bien ça? Est-ce que notre grille de lecture détermine notre vie? Oui. Je pense qu'on peut la faire évoluer, ça c'est plutôt chouette. Je pense qu'elle est d'ailleurs très modulable, même dans une journée. Tu vois, pour accompagner beaucoup d'atypiques, je vois, ça dépend si on est du matin ou du soir, tu vois. Mais c'est évident que la manière dont tu vas penser un événement et ce que tu vas en faire va déterminer un petit peu ce qu'on appelle l'antifragilité. Pour venir sur ce terme, il est différent de la résilience. La résilience, c'est cette capacité de rebond. Et je le dis bien parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont pas résilients parce qu'ils tombent. Mais absolument pas. Tomber, c'est plutôt positif. Ça veut dire que vous êtes en capacité de sortir de votre zone de confort. Il n'y a que les gens qui sortent pas de leur zone de confort qui ne tombent pas. Donc, le fait de tomber, c'est normal. Par contre, la résilience, c'est cette capacité à rebondir. L'antifragilité, c'est encore autre chose. C'est cette capacité à en faire quelque chose de ce rebond et de cette expérience. Donc, tu vois, tes pensées, si elles font qui tu es, tu peux les moduler parce que tu peux changer ta vision qu'a été cette expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu peux te dire qu'est-ce que j'ai appris de ça, même si c'était pas incroyable et que j'ai clairement pas envie d'y retourner ou de le refaire, mais tu deviens d'une certaine manière de plus en plus solide. C'est très clair. Est-ce que du coup l'antifragilité, ça a aussi, on peut le mettre en relation avec, alors j'aime pas ce mot de mindset, ça m'énerve. Ouais, J'aimerais bien trouver un autre. Mais, non, mais moi je sais qu'il y a un effet de mode sur ce mot mindset qui peut dire ouais, est appris pour ceux qui sont pas anglophones, mais moi je le trouve très vrai en fait. Je crois juste qu'il a mais été un petit peu vulgarisé et tiré un peu négativement parce qu'on croit que c'est magique. Un peu, tu sais que la psychologie positive est magique, mais il y a rien de magique. Encore une fois, le mindset, c'est justement ça, c'est le travail sur ta pensée, sur tes croyances, sur le fait peut-être d'apprendre les choses autrement. Et ça, c'est un travail de tous les jours en fait. Et ça veut pas dire que du jour au lendemain, t'es toujours en train de sourire tout le temps. Absolument pas. D'ailleurs, personne. En tant qu'être humain, il y a forcément des moments de gros down, des moments où ça ne va pas. Et le but, c'est de savoir comment en fait quelle est en fait la connaissance que tu as de toi-même, de ton fonctionnement, pour mettre en place en fait des process d'action, des process d'évolution. Et ça, ils sont singuliers à chaque personne en fait. Mais oui, moi je pense que ce mot mindset, il est intéressant parce qu'il rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que notre vision d'apprendre les choses, de le voir en fait, va forcément impacter notre manière après d'y réagir, d'évoluer, de rebondir et d'avancer tout simplement. ouais. Mais c'est pas la première fois que j'entends ce mot d'antifragile. Je crois que c'est Nassim Nicolas Taleb qui l'a mis un peu à l'honneur. Et Ouais. il y a vraiment ce truc où, quand tu l'as prononcé, ça me faisait comme une espèce d'embranchement où t'as deux routes qui s'offrent à toi potentiellement. T'as la voie de, comment dire, le mindset où tu vas devenir une victime de ce qui t'est arrivé parce que tu prends en fait la mesure de ce qui t'est arrivé, de la dureté avec laquelle certains événements ont pu marquer qui tu es, tes possibilités, tes capacités, etc. Et puis de l'autre côté, il y aurait la route de l'antifragilité qui est plus ou moins visible. En fait, alors évidemment, c'est très caricatural et dichotomique et tout le tintouin, mais ça m'a donné cette image-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si les routes elles s'entrecroisent pas de temps en temps. Euh, Hmm. En fait, ça dépend aussi de le vécu qu'on a, les expériences qu'on a eues. Je crois que parfois, se mettre dans une posture de victime, c'est peut-être un moyen de survivre aussi. C'est un moyen de se dire j'existe, j'ai besoin de la reconnaissance de ce que j'ai vécu, du trauma parfois, si c'est l'ordre du trauma. Et c'est se dire peut-être que si je suis une victime, on s'en prendra moins à moi. Je te donne un exemple, mais tu vois,
sur les réseaux sociaux, quand on est une femme, je vais parler de ce que je connais, plus tu affiches en fait une posture de force et de réussite, et plus tu t'en prends plein la gueule, quoi. Contrairement, voilà. Là où si effectivement tu es plutôt dans la plainte, dans la victimisation, dans le truc c'est difficile, bah justement il y a des gens qui vont t'encourager, te soutenir, t'auras moins de critiques en fait, tu vois. Donc ça peut être une stratégie de survie. Après, est-ce que c'est la meilleure? Je suis pas convaincue. Mais à un moment T où on est très vulnérable, peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, bah, ça a été la meilleure. Pour passer à l'action, par contre, c'est sûr qu'il vaut mieux pas être une victime. Parce que, en fait, le problème de la victime, c'est qu'elle est souvent dans la passivité. C'est pour ça que je trouve que ces routes, bah, des fois, elles s'entrecroisent. D'autant que, même si cette posture de victime, elle n'est pas très proactive, il y a peut-être des périodes dans sa vie où on est un peu plus vulnérable et on peut pas faire autrement. Et je voudrais pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'ils sont nuls ou qu'ils y arriveront à rien ou ils arriveront pas à passer l'action parce que ils sont dans cette passivité. Le but étant de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporte. Parce qu'il faut bien se dire, alors ça c'est un peu mon côté en psychanalyse, mais en fait même quelque chose qui est négatif nous apporte forcément un bénéfice, ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que même si finalement on en souffre, si on n'arrive pas à le changer, c'est que d'une certaine manière, ça nous apporte quelque chose d'assez positif pour que notre inconscient continue à le développer, tu vois. Et je me dis que dans certaines situations, même si on est dans la mise en action, il y a certaines situations compliquées qui fait qu'on va revenir à quelque chose qui est connu. Et si on a connu justement ce fait de se victimiser, d'être dans la passivité, on va revenir à ça. Parce que finalement, c'est presque notre source de réconfort, notre, tu vois, zone de confort qui fait parce que elle est connue, en fait. Donc, elle est confortable. Mais ça veut pas dire qu'effectivement, c'est la meilleure qui soit. Ouais, mais je te suis tout à fait là-dessus. Et évidemment que le but de ma prise de parole et de ma question, c'était pas de dire ouh, les victimes c'est nul. Il y a vraiment pas cette volonté-là de ma part. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'aime bien cette idée. Je t'offre ces deux routes qui apparemment vont chacune d'un côté. Et puis finalement, oui, c'est vrai qu'à des moments elles s'entrecroisent, qu'on n'a pas l'énergie d'être plus, d'être sur un choix entre les deux, et que finalement on va se retrouver des fois propulsé sur l'une ou l'autre de ces routes. Je trouve ça assez intéressant. Ça commence à faire comme une sorte de tresse d'une certaine façon. Et ça me plaît cette histoire-là. J'en profite pour faire un truc que j'avais prévu de faire au départ, mais que je fais maintenant. C'est la première fois qu'on va en Angleterre avec toi. Donc les histoires de mindset et etc., les anglicismes qui peuvent être présents dans ton discours comme dans ceux de pas mal de gens. Et ben aujourd'hui on est en direct d'Angleterre et juste ça me fait plaisir. C'est la première fois. On a fait le Québec, la Belgique. Je suis pas en Angleterre. Ah non! Bon ben on arrête tout de suite. Non, je suis en Écosse. Ah, t'es en Écosse. Ouais, et okay. Attention, hein, tu dis pas à un Écossais qu'il est anglais. Ok. Super. Tu ferais une grosse erreur. Non, je suis en Écosse. Je suis tout au nord de l'Écosse, dans les Highlands. Ok. Donc, non, c'est effectivement, pour les personnes qui savent pas, mais le Royaume-Uni se compose de 4 pays, donc dont l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et du coup, chaque pays a quand même ses spécificités, notamment, tu vois, pour souvent on me demande la question de la santé, parce que les gens connaissent que le système anglais. Il faut savoir que même si ça s'appelle la NHS comme en Angleterre, en Écosse, ça ressemble beaucoup plus au système français, c'est-à-dire que en plus, je n'ai pas, par exemple, à payer de mutuelle. Tu vois, j'ai 4 enfants et on n'a jamais eu à payer de mutuelle parce que tout est pris en charge. Y a pas de privé comme en Angleterre ou quoi. Donc voilà. Donc c'est pour le système éducatif est aussi différent. Bref, il y a plein de choses quand même différentes, même si les 4 pays effectivement sont sous la législation de la famille royale. Ok. Merci pour cette précision et désolé pour mon erreur. Mais moi je suis content, qu'on ait, par le truchement de la technologie, accès à des praticiens comme toi, des spécialistes, des professionnels qui viennent un petit peu de partout et qu'on puisse comme ça centraliser sur cette chaîne, plein de talents, plein de couleurs différentes et notamment le fait de baigner dans une culture différente. Évidemment, ça va donner des couleurs aux accompagnements que vous faites aussi et à ce que vous vivez au quotidien. Je m'en rends vraiment compte, je m'en rends vraiment compte parce que, tu vois, ayant des enfants atypiques aussi, je vois à quel point les professeurs ici sont hyper sensibilisés à ça. C'est un non-sujet, c'est pas une problématique, c'est pas...
quand j'entends tous les témoignages de parents qui me parlent de leurs enfants atypiques, à quel point c'est difficile, à quel point parfois le corps enseignant ne les croit pas, ou s'ils les croient, ne peuvent pas faire mieux. Je veux dire, il y a toujours des recherches en fait en France de comment finalement faire au mieux pour les enfants, parce que on essaye d'adapter. Enfin, en fait, il y a toujours cette histoire-là qui n'existe pas ici. Et tu vois, même, je me rappelle d'un pédiatre que j'avais vu pour mon fils qui pleurait beaucoup, beaucoup quand il était petit. C'était vraiment dur et je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière que je loupe, quoi, en tant que parent, tu vois. En fait, il m'a parlé naturellement, alors qu'ils connaissent pas mon métier. Il me disait, est-ce que vous connaissez les enfants avec une haute sensibilité, parce qu'ici, ça se dit highly sensitive person, c'est pas, on n'utilise pas le terme hypersensibilité, c'est, voilà. Et c'était un pédiatre, en fait. Je suis pas persuadée qu'en France, beaucoup de pédiatres, connaissent ça et aurait l'idée d'en parler aux parents, parce que pour lui, effectivement, il n'y avait pas de... En fait, l'enfant allait bien de niveau santé, et il expliquait qu'il était très sensible. Et moi, j'ai l'écouté comme ça, tu vois, j'ai pas osé, je me souviens, arrêter son discours, parce que je me disais, c'est intéressant, je veux voir ce qu'il a à me dire, sans qu'il sache ce que je fais, tu vois, parce que je connaissais le sujet. Et j'ai trouvé ça hallucinant, comme pour lui, c'était un sujet comme un autre, en fait, et que c'était pas un truc à prouver, tu vois. Et quand je vois encore sur les réseaux sociaux en France, même des psychologues et tout, alors c'est sûr qu'en France ils sont pas formés sur le sujet, mais tu vois, dire que ça n'existe pas ou qu'encore ça soit un débat en vivant à l'étranger, c'est un peu lunaire, quoi. Je me dis mais c'est fou ça. Enfin, tu vois, je suis vraiment assez surprise de voir le décalage en fait entre les deux. Et aujourd'hui, j'assiste en France à un effet de mode qui est plutôt délétère, même si je pense qu'avec le temps, les choses quand même se mettent en avant et se forgent positivement. Mais je me rends compte qu'effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire en France. Ouais. Bah, je te rejoins là-dessus et puis ça donne envie de louer un bateau et puis de venir en Écosse te rejoindre, tu sais. Genre, tous les parents qui nous écoutent auront peut-être la tentation de te rejoindre là-bas. J'ai une pensée. Tu parles de l'Écosse, je voudrais juste faire, je me permets, je suis chez moi, je fais une dédicace à des musiciens que j'adore, un groupe qui s'appelle Black Lilies, qui sont des Français qui composent la plupart de leurs titres en Écosse, et la chanteuse, voilà, que j'apprécie tout particulièrement, que je te conseille si jamais ils font des concerts là-bas, parce que Black Lilies, c'est vraiment une musique d'ultra sensible, englobante, puissante et avec de l'émotion pure à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je connais pas du tout, tu vois. Mais bon, juste pour revenir à ce que tu disais, tout le monde ne sait pas, mais il y a eu le Brexit et maintenant c'est très compliqué de s'expatrier au Royaume-Uni quand même. Ok. Bah elle a trouvé la solution, elle a marié un Écossais. Ah voilà, il faut trouver l'Écossais justement. Donc on va revenir à nos moutons quand même. Du coup, je me demandais, donc je reviens à mon histoire de grille de lecture du monde. Je me demandais si toi-même, parce que bon, bah, c'est mon cas, hein, du coup, je pense que je l'ai partagé suffisamment sur la chaîne, mais je suis passé par les étapes que j'ai trouvées a posteriori comme étant celles qui mènent à quelque chose de plus serein. Et est-ce que tu es passé, toi, par plusieurs grilles de lecture du monde dans ta vie? Et quel changement est-ce que tu as pu observer et percevoir d'une grille de lecture à l'autre? Ouais. Alors, mon parcours, il est un peu différent parce qu'en fait, déjà toute petite, je me savais neuroatypique. Okay. Donc, mais ça n'a pas été, comment dire, à l'époque, on n'avait pas la connaissance d'aujourd'hui, et au final, tout ce que ça a eu comme conséquence, c'est que on pensait que si j'étais pas la première de la classe, j'étais forcément fainéante parce que j'étais censée être la première de la classe. Alors que moi, les relations sociales étaient tellement énergivores et tellement compliquées pour moi que ça me prenait toute mon énergie et mon espace mental en fait. Donc je me suis sentie vraiment très différente. Je pense que aussi l'environnement familial ne m'a pas aidée parce que je me sentais pas non plus en fait totalement acceptée pour qui j'étais à la maison. Et ça, je le dis pour toutes les personnes qui vont nous écouter parce que ça fait une grande différence dans la vie de l'enfant en fait. Parfois on peut s'inquiéter en se disant à l'école il se sent à part, il trouve pas d'amis de son âge. Oui, mais si déjà dans un environnement comme celui familial, il se sent totalement accepté, aimé pour qui il est, ça fait une grande différence. Donc moi j'ai pas bénéficié de ça, j'ai pas bénéficié d'une éducation forcément qui m'a donné confiance. Donc j'avais mis mes atypies un peu de côté. Et c'est quand j'étais jeune adulte que vraiment en fait une psychologue a mis des mots dessus, donc a remis, mais du coup ça a eu du sens pour moi. Et là j'ai vécu une grande période de déni. Et je le dis parce que souvent
les gens, ils croient qu'une fois qu'ils passent des tests, il y a toujours un soulagement parce que ça y est, on a mis le beau mot, tout ça, et ils vont bien. Bah, ça n'a pas du tout été mon cas. Et je sais que ça peut soulager certaines personnes que je le dise parce que moi, j'ai mis, je pense, 2-3 ans dans un véritable déni. Je me rappelle, j'étais déjà à l'époque avec mon mari. Et des fois, enfin, comme on fait dans un couple, tu vois, on se pique gentiment, tu vois, sous forme de complicité. Et donc, il essayait, voilà. Et à chaque fois, je le prenais extrêmement mal. Je disais, arrête de parler de ça, c'est pas drôle, ça me plaît pas. Et je surréagissais, en fait. De toute façon, quand on surréagit à un sujet, c'est jamais par hasard, de toute façon. Donc, si vos proches, d'ailleurs, surréagissent parce que vous leur parlez de vos atypies, ça veut forcément dire qu'il y a un truc, en fait, dessous. Et qui vous appartient pas, mais qu'il y a un truc. Donc je suis pas passée par toutes ces phases clairement définies, tu vois. Je pense que je me suis rouvert petit à petit, mais le fait de comprendre, ça m'a mis du temps. Je pense que j'ai eu besoin de passer par cette phase de déni et peut-être de trouver qui j'étais en dehors de ces étiquettes-là, parce que justement, elles avaient été un petit peu difficiles à porter quand j'étais enfant, tu vois. Parce que derrière, je pense qu'on avait, et surtout à l'époque, même si encore aujourd'hui il y a des préjugés dessus, mais juste l'idée reçue de la personne qui doit réussir, du génie, des choses comme ça. Moi, je me sentais pas comme ça, je me sentais extrêmement bête, parce que quand t'as pas les codes sociaux et que t'as toujours la sensation, tu sais, quand on te parle d'être à côté de la plaque, mais qu'en plus tu sais pas où elle est cette putain de plaque, ben ça te rend fou en fait. La vérité, c'est ça. C'est que tu sens bien que t'es à côté, mais tu la vois pas, en fait. Et c'est insupportable, parce qu'en fait, tu te sens vraiment, vraiment con. Tu vois, je veux dire, j'utilise des mots crus, mais parce que c'est vraiment ça, la sensation que t'as. Et donc, voilà, en grandissant, je pense que c'est le fait de m'être trouvée en dehors de ça, qui fait que je me suis entourée de personnes tout aussi étranges que moi, et que ça m'a peut-être remis en confiance pour creuser ça. Mais il me manquait cette pièce-là, c'est-à-dire que j'aurais pas été complète sans avoir accepté cette pièce-là de l'atypie. Et c'est après que j'ai complété mon puzzle et que je me suis rendu compte qu'en fait, le puzzle, c'est génial parce qu'en fait, plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu as de nouvelles pièces et plus le puzzle s'agrandit, en fait. Super, merci de nous partager ça. Et puis, je précise justement que dans le changement de grille de lecture, il n'y a pas forcément la découverte d'une étiquette pour moi. C'est vraiment, en fait, une façon d'envisager son rapport à soi, aux autres, une lecture du monde. Cette lecture du monde qui, lorsqu'elle est unique, c'est là où il y a un problème, en fait. On a une seule façon d'envisager les choses, une seule façon de traduire ce qui nous arrive, et quand on n'a qu'une seule façon, en fait on se heurte aux limites de cette grille-là sans s'en apercevoir, parce qu'en fait on est malheureux là où ça coince, là où ça hurle, où ça grince, et en fait le fait juste simplement d'en avoir une deuxième, mais quel plaisir, mais peu importe laquelle c'est en fait, finalement on commence à gagner en souplesse, puis une troisième, puis une quatrième, et de commencer à pouvoir naviguer comme ça, en étant souple sur ses appuis, sans perdre son centre, son axe, mais en pouvant imaginer voir les choses d'une façon différente. On n'est pas identifié à son point de vue, on est identifié à son centre, et ça c'est quelque chose, et donc son centre, si on le balade à un endroit, on va voir les choses d'une certaine manière, si on le balade à un autre endroit, on va les voir d'une autre manière encore, et on restera nous-mêmes intègres. On n'est pas obligé d'être arc-bouté, alors que dans un premier temps, moi j'ai été très virulent sur la façon dont je pouvais défendre un seul point de vue, et pendant très longtemps, et t'empiles les choses là-dessus, et c'est hyper douloureux ça. Donc voilà ce que j'entends par grille de lecture, peut-être ça clarifie un petit peu les choses. Ouais, c'était clair, Ok, super. Qu'est-ce qui fait que selon toi, on puisse rester bloqué dans une grille de lecture qui nous rend malheureux ? Comment c'est possible en fait physiquement que... Alors tu nous as évoqué tout à l'heure les effets, les bénéfices secondaires. Est-ce que c'est les seules raisons dont on garde cette grille qui nous fait du mal ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Là, ce qui me vient en tête, c'est aussi tout ce qui est, tu sais, loyauté familiale toxique. Dans le sens où tu veux pas décevoir tes parents par rapport aux attentes qu'ils ont de toi, de manière même inconsciente. S'ils ont pensé telle chose de toi, d'une certaine manière, tu te dis, est-ce que on va toujours m'aimer? Est-ce qu'on va pas me rejeter si je ne corresponds pas à leurs attentes? Est-ce que je vais pas leur faire du mal? Est-ce que je vais pas les décevoir? Enfin, tu vois, les personnes qui sont, par exemple, on se rend compte souvent, ça peut être un signe, ces adultes qui sont en quête de la fierté parentale. Moi, ça m'a toujours étonnée d'entendre des gens qui voulaient que leur père ou leur mère leur dise, je suis fière de toi. Alors, après, chacun son point de vue. Moi, je me dis que la fierté, c'est vraiment un sentiment très personnel, en fait. On est fier de ce qu'on a pu accomplir. Est-ce qu'on peut être vraiment fier de quelqu'un? Je trouve que c'est très étrange. Je pense qu'on peut être fier d'avoir accompagné cette personne, d'être à ses côtés
pendant ce succès, cette réussite, pendant tout son engagement, tu vois. On peut être fier de partager sa vie avec cette personne, on peut être fier d'avoir pu voir tout ça. Mais je trouve que la fierté reste un sentiment très personnel. Et quand on en arrive justement à le comprendre, on se dégage beaucoup plus du regard des autres et de la pression des autres. Et notamment, en fait, du coup, ça nous permet de prendre peut-être du large par rapport à cette loyauté qui devient toxique parce que tu peux pas te découvrir toi-même. Et tu vois, en tant que maman, je me dis, l'amour que je peux justement porter à mes enfants, c'est de leur donner la liberté d'être eux-mêmes, même si ce qu'ils sont ne convient pas moi à mes valeurs. Ça sera à moi justement d'évoluer, de grandir, de comprendre que justement l'amour que je leur porte me permet d'agrandir ma vision du bien, du mal, de mes propres conceptions, tu vois. Je trouve que c'est ça, les enfants nous ouvrent justement à de nouvelles perspectives en fait. Mais voilà, je pense à la loyauté familiale. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui me vient? Donc on a les bénéfices secondaires. Et puis peut-être qu'on a aussi le droit de dire qu'on n'a pas envie d'évoluer. Tu vois, je me dis, c'est vrai qu'on est dans une société qui prône beaucoup l'évolution personnelle, le développement personnel, et je suis pas contre, mais je pense qu'il y a des moments pour tout, et des fois, tu vois, c'est les mots de Fabrice Midal, je crois, mais c'est foutez-vous la paix, je crois, son livre, c'est un peu ça, quoi. On peut aussi se lâcher la grappe et dire, ouais, là, je vois bien que je suis limitée, mais ma foi, tant pis, quoi. Enfin, tu vois, on l'est tous toujours, de toute façon. On peut aussi se dire qu'à certains moments, on n'a pas envie d'évoluer, tu vois. On peut aussi se donner la liberté de se dire, mais là, en fait, ouais, ça me rend pas heureux, là, ça me va pas, c'est vrai, sauf qu'en réalité, si je reprends la responsabilité de mes choix, je me rends compte que je préfère rester quand même comme ça. Tu vois. Ouais, merci beaucoup. Je suis en ébullition à l'intérieur parce qu'il y a énormément de questions et de remarques qui popent au fur et à mesure de tes réponses, notamment quand tu as dit le mot large et que j'ai entendu un goéland ou une mouette s'exprimer derrière. Et que donc du coup... La mer, donc oui, effectivement, on entend les donc mouettes. tu parles de large et on entend un oiseau du large, et puis tu me parles aussi du regard de l'autre, qui est un thème qui est dans le livre et qui est ma prochaine question, donc bravo. Quelle fluidité. J'ai presque envie, tu sais, de la casser pour la célébrer, tu vois. Je veux dire, ah ouais, ok, donc on est sur ma prochaine question de façon très naturelle. Très bien. Donc, dans ce livre, il est question de la peur du regard de l'autre, d'arrêter de se sacrifier par crainte des réactions. Est-ce que tu aurais des idées d'exercices pratiques qui vont dans cette direction quand on n'a pas l'habitude de fonctionner de cette façon? Alors, il y a deux idées là. Donc, est-ce que tu veux me dire pour le regard de l'autre ou pour arrêter de se sacrifier? En fait, si tu veux, pour moi, avoir peur du regard de l'autre, c'est finalement sacrifier une partie de soi qui aimerait exprimer des choses. Donc, pour moi, les deux, c'est à l'endroit de jonction, en fait, que je pointais. Je sais pas si c'est plus clair dit comme ça. Alors, je pense que là, il y a déjà une forme de conformisme social qu'il faut en fait débouter. C'est vrai que, en fait, c'est un petit peu la théorie de désintégration de Dabrowski, tu vois. C'est ce truc de se dire, on arrive des fois à un point essentiel. Je vais faire un autre parallèle, peut-être plus simple pour les personnes qui connaissent pas, mais le film Matrix. Je pense que tout le monde connaît un petit peu la trilogie, en tout cas peut-être de notre génération plus que pour les jeunes, je ne sais pas, mais mais il y a un moment donné où il faut choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, quoi. Entre revenir un petit peu dans la matrice, ce monde qu'on s'est inventé, et donc ce monde extrêmement conditionné, et le fait de dire, ok, en fait, qu'est-ce que serait une autre réalité si je ne me conditionnais pas à ce qu'on attendait de moi? Si déjà on se pose pas cette question-là, ça fonctionnera pas. On restera bloqué sur qu'est-ce qu'on attend de moi, j'ai besoin d'y répondre, parce que le fait d'y répondre me soulage, m'apporte la conviction, qui est fausse, mais m'apporte la conviction de pouvoir être aimé et accepté pour qui je suis. Ce qui est un besoin, et il faut rassurer tout le monde, totalement normal. C'est normal, c'est le faire ensemble. On a besoin en tant qu'être humain, en fait, de se sentir d'une certaine manière dans une cohésion, dans un groupe de pairs. C'est logique. Le problème, c'est que ça équivaut à l'effet inverse. Plus je me suradapte, plus je me sacrifie, plus j'essaye en fait d'être quelqu'un que je ne suis pas en faisant attention au regard des autres, et moins en fait je vais vraiment avoir la sensation d'être aimé pour qui je suis, parce que je ne suis pas qui je suis avec les autres. Donc comment je peux être aimé pour qui je suis, puisque ces personnes-là ne me connaissent pas et ne peuvent donc pas m'aimer pour qui je suis. Sauf que en fait le souci, c'est que dans cette phase un petit peu où on va essayer de se déconditionner de ça, on va passer par une phase extrêmement douloureuse
une sensation d'isolement très forte et qui sera vraiment notable en plus, qui fait que souvent il y a des personnes, elles vont revenir en arrière. Tu vois, dans cette théorie de Dabrowski, c'est ça, c'est-à-dire que je m'interroge, je me déconditionne et en fait là je me rends compte qu'il y a un palier où c'est la panique en fait. Et là, il y a deux choix. Et il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, parce que je reviens vraiment sur ça en disant il y a des périodes dans notre vie où on est plus vulnérable, et c'est ok en fait de dire je fais demi-tour, je peux pas, en fait, c'est trop douloureux pour moi. Et parfois, et c'est ce qui fait que souvent, et tu vois, chez les profils atypiques, on le voit, ces fameuses crises qu'on dit de la quarantaine, tout ça, moi je dis qu'en fait, ça existe pas vraiment chez les atypiques, parce qu'en fait, on a des crises tous les ans, nous, voire plusieurs fois par an, tu vois. Donc, c'est ce côté où on va dire non, mais attends, ça n'a plus de sens, je me sens pas du tout aligné. C'est un peu ce qu'on appelle l'antéléchie, tu vois, cette pulsion de vie, le fait de passer à l'action, c'est-à-dire qu'on a nos valeurs, nos convictions, mais c'est pas juste de les avoir, c'est j'ai envie de les mettre en action en fait, que vraiment ça prenne sens, que ça prenne corps en fait. Et ça, lorsque c'est bafoué et que c'est pas totalement aligné, et c'est là où justement il y a une crise, c'est là où c'est compliqué. Et moi, je vois beaucoup de personnes justement lorsqu'elles ont été trop dans ce sacrifice, parce que trop noyées dans le regard de l'autre, dans cette suradaptation sans cesse, en fait, à un moment donné, elle se désaligne totalement. Et c'est assez dingue de se rendre compte que ça, clairement, après, ça a un impact sur tout le reste. Déjà sur la vision qu'on a de soi-même, mais aussi, on commence à manquer de confiance en soi, bien entendu, manquer de confiance dans les relations se périclitent, et il y a même des symptômes dépressifs qui apparaissent, en fait, juste à cause de ça. Par contre, oui, c'est vrai, faut passer par cette phase un petit peu où on se dit, ok, si je remets tout en question, ça veut dire qu'en fait, je remets en question ma réalité du monde, ma réalité dans les relations. C'est extrêmement angoissant. C'est très angoissant parce que les gens, quand je leur dis ça, ils pensent d'un coup en disant, ok, je vais donc, genre, s'ils sont mariés, tu vois, divorcer, tout quitter, partir en zone, mais peut-être pas du tout, en fait. Et d'ailleurs, c'est très rare dans cette situation. Mais c'est vrai que même l'entourage vont leur dire, bah dis donc, t'as changé. Et c'est dingue, je trouve, cette phrase, à quel point on peut mal apprendre alors que c'est hyper positif, parce qu'on est censé changer, en fait. On est censé évoluer. Ça fait partie du monde. Je veux dire, toi, moi, je suis sûre qu'on a changé physiquement par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est sûr, on a vieilli, tu vois. Et ben, c'est la même chose. Je veux dire, on a donc changé aussi au niveau du psychisme. Il faut juste passer cette phase qui est un peu compliquée. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile et qu'il y a des moments dans la vie où ça sera pas évident, où ça sera voire impossible, et c'est ok aussi de faire le deuil, de se dire, j'aurais bien envie, là, de passer à une étape au-dessus, je sens que je suis prêt, mais il y a des choses qui m'en empêchent. Parfois, se faire effectivement accompagner par un professionnel, un coach, un thérapeute, tout dépend de la problématique, je pense que ça peut être important. Mais après, ce qui est intéressant, c'est justement quand on passe cette phase, là oui, il y a un soulagement, il y a un réalignement. Là, souvent, les gens le disent et témoignent que ça, et le sens, ils reprennent sens et goût à la vie. Ils ont de nouveau des projets, tu vois, qui les exaltent, qui les passionnent, il y a une sorte d'excitation pour la vie et donc cette intelléchie qui finalement se recolore positivement. Ok. Merci pour cette réponse. Et je fais un petit crochet par la réponse précédente que tu m'avais donnée, où tu disais je comprends pas les gens qui attendent que leurs parents soient fiers d'eux. Tu pensais que la fierté c'était un sentiment personnel. Et en fait, je crois que ça rejoint ce récit culturel qui dit que pour que on soit quelqu'un de valable, il faut recevoir cette bénédiction, il faut recevoir cette formule en fait qui finalement fait partie de beaucoup de films et de séries qu'on a vus tous plus ou moins et qui a imprimé ce truc-là. C'est la condition pour laquelle on va être validé, c'est cette phrase-là précise. Et en fait, il y a peut-être pas vraiment de fondement à ça autre que une sorte de martèlement comme ça. Bref, je sais pas. Non, c'est comme la famille parfaite, un homme, une femme, deux enfants, un garçon, une fille, la barrière blanche, le chien. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de conditionnement en fait. Ouais. Je crois que si tu as vraiment bénéficié de l'amour, mais vraiment du vrai amour de tes parents, t'es pas en recherche de fierté de tes parents, tu vois, parce qu'en fait, l'amour inconditionnel n'est pas en lien avec ce que tu fais, n'est pas en lien avec tes accomplissements. L'amour inconditionnel, c'est en fait, je vais reprendre les mots d'André Stern qui a écrit ces mots que je trouve magnifiques, c'est « je t'aime parce que tu es ». Voilà. Eh ben encore un invité que j'aimerais recevoir sur cette chaîne. Je vais pas tarder à lui envoyer une petite invitation à lui. J'avais envie de faire un petit crochet, tu me pardonnes, mais au sein de cet échange, ça me paraissait essentiel de passer par là. En fait, lorsqu'on passe par l'autre pour se valider, parce qu'on a peur de son regard, on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas demandé.
Et on passe à côté de la relation à l'autre en plus. Si je demande à l'autre l'autorisation d'être moi plutôt que de me la donner sans condition, je laisse un espace dont l'autre peut faire ce qu'il veut. Et puis ce qu'il peut aussi, parce que si ça se trouve, il comprend même pas ce qu'on lui demande de faire, et il va le faire de façon automatique, et nous, on va prendre ça comme si c'était volontaire. Puis implicitement, je demande à l'autre de me donner ma légitimité, ce qui lui demande un travail, de savoir trouver les mots justes, d'être attentif, attentionné et bienveillant, alors que c'est peut-être pas son élan du moment. Et en plus, j'ajoute que si tout le monde est occupé justement à faire ça, eh ben on est sur des messages qui sont pas entiers, où la relation finalement et la rencontre n'a pas vraiment de place, puisque tout le monde demande à l'autre de le valider, et donc il est occupé à ça plutôt qu'à rencontrer la personne qui est en face de lui. Donc je voulais faire ce petit crochet par cet endroit-là, parce que vraiment il me paraît essentiel. Je trouve hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que effectivement, on lui donne une responsabilité, mais j'ai envie de dire même une pression énorme. Et je pense qu'on a tous ressenti un jour dans une relation quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va dépendre de toi et qui a toujours besoin d'être rassuré. Et en fait, on n'y pense pas toujours quand c'est nous qui avons besoin d'être rassurés. Mais il faut avoir fait l'expérience d'être en relation avec quelqu'un qui a besoin de rassurer pour se rendre compte à quel point c'est épuisant. Et à quel point on ne s'attache pas à quelqu'un qu'on a besoin de rassurer sans arrêt. Parce qu'en fait, c'est une posture en plus un peu maternante, mais négativement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, de dire « mais oui, je tiens à toi, mais si, tout ça », ou bien « ne t'inquiète pas ». Enfin, en fait, on peut pas... La relation, comme tu dis, il y a un déséquilibre en fait qui se fait. Alors bien évidemment, parfois on a besoin d'être rassuré dans sa vie de couple, avec nos amis, parce qu'on a des coups de mou et qu'on a besoin d'être boosté, bien sûr. Mais je suis d'accord, vraiment, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis dans cette côté où on va lui donner en fait un devoir, une obligation à l'autre qu'il n'a pas demandé et qu'il devrait pas prendre. Et c'est vrai que selon la personnalité, soit ça va être un sauveur, soit ça va être un bourreau. Mais du coup, on en revient à ce triangle de Karpman où on s'enferme dans une posture encore une fois de victime. Et malheureusement, ça c'est pas une relation saine, quoi. C'est hyper toxique. Donc, je pense que si on re-responsabilise tout le monde, eh bien, on se dit que si la personne est entrée en relation avec nous, c'était de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a bien voulu rentrer en relation avec nous, on lui a pas mis le couteau sous la gorge, normalement. Et donc, ça veut dire que potentiellement, elle en avait envie. Et si on en reste là, on se dit, chacun sa responsabilité. Si je pense qu'elle en a envie parce que je ne l'ai pas obligée, ça veut forcément dire, du coup, que je suis quelqu'un qu'elle a envie de fréquenter. Point. Tu vois, c'est vachement rassurant. Et du coup, la question, c'est est-ce que moi, j'en ai envie aussi? Voilà, tout simplement. Ouais, est-ce que moi j'en ai envie? Justement, là, on replace un peu les choses correctement. Et enfin, il me semble, après tout est subjectif, mais il me semble que ça me parle plus comme partant du bon pied. Et ce que tu faisais comme nuance, en fait, c'est que oui, temporairement, à des moments, on a besoin d'être rassuré sur des sujets précis, des étapes de vie, etc. Mais par contre, ce que j'évoquais, et je pense que tu l'as senti justement en faisant cette distinction, c'est le trou noir, le trou sans fond là, qui peut être une demande implicite sans arrêt, due malheureusement, ce que je veux dire, c'est que je veux pas faire porter la responsabilité aux gens de l'état dans lequel ils se trouvent de devenir des puits sans fond de demandes affectives. Mais par contre, le fait est qu'au bout d'un moment, en prendre la responsabilité malgré tout, a posteriori de ce truc-là, c'est s'offrir la possibilité de rencontrer les autres d'une autre manière qu'en demandant d'être assurés et d'être validés et de leur demander un travail qu'ils n'ont pas demandé et de leur mettre une sorte de pression, comme tu le disais. En plus, tu vois, je trouve que la relation elle part du mauvais pied, mais je pense qu'on a tous des exemples comme ça de relations où après elle est difficile à bouger. Parce qu'imaginons qu'après on prenne confiance en nous. La personne, elle va forcément trouver qu'on a changé. Elle, ça lui allait bien d'être soit un bourreau, soit un sauveur, ça lui apportait forcément aussi des bénéfices. Le sauveur, il aime bien être un sauveur, ça lui apporte une bonne image de lui-même. Donc justement, si à un moment donné t'es plus une victime, il peut plus être un sauveur. Et du coup, ça change forcément les relations. Tu vois, j'avais écrit un livre, j'ai écrit, il est toujours en ligne, sur les couples, et c'est vraiment quelque chose d'important, se dire au départ, je crois qu'il y a trop peu de monde, par exemple, tu vois, dans les relations de couple, qui se demandent avant tout au départ, qu'est-ce qu'ils recherchent dans une vie de couple. Pas qu'ils recherchent comme personne, qu'est-ce qu'ils attendent d'une vie de couple. Et ça, pareil, il y a un déconditionnement à faire des images qu'on peut voir dans les films, dans les séries, mais en fait, soi-même, quelles sont nos attentes? On a le droit d'avoir des attentes, tu vois, quand on s'engage dans une relation. Mais du coup, est-ce que mes attentes sont en lien avec celles de l'autre? Et régulièrement de faire un petit point. Non, ça, quand je dis petit point, ça veut dire qu'on s'installe là devant un café. Alors, pas du tout, mais naturellement, on pourrait. Mais naturellement, c'est se demander effectivement, est-ce que on a toujours les mêmes attentes?
est-ce qu'on peut les faire fonctionner ensemble? Et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que la notion de consentement, tu vois, chez les hypersensibles, elle n'est pas très claire. C'est-à-dire que déjà, naturellement, ils ont une hyper-empathie qui se transforme parfois en hyper-compassion, ce qui fait qu'ils vont souffrir avec la personne et ne plus faire la distinction entre leurs besoins et les besoins de l'autre, ce qui va les pousser, en fait, à penser qu'ils ont envie d'être ou de créer une relation avec une personne parce qu'ils sentent que la personne, elle, veut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Oui, si, tout à fait. Mais du coup, en fait, la notion de consentement, elle est pas très claire dès le départ. Et des fois, quand on se connaît pas très bien, le problème, c'est qu'on en arrive à passer beaucoup de temps dans cette relation, quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse, ou voilà. Et à un moment donné, se dire, mais est-ce que vraiment je voulais m'engager là-dedans? Et tu vois, même sur la sexualité, tu vois, j'ai fait un podcast avec une personne qui en parle très très bien et qui disait à quel point justement parfois certaines personnes, parce qu'elles veulent tellement faire plaisir, mais c'est tellement ancré, tellement naturel qu'elles s'en rendent même plus compte, qu'elles en arrivent à accepter des choses dans une relation, dans leur sexualité, qu'importe, même au travail, qu'en réalité, ça leur fait plus de mal que de bien, mais elles s'en rendent compte quand c'est presque trop tard en fait. Donc c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est intéressant de cibler cet endroit en fait qui peut être flou ou centré selon l'attention qu'on y porte et puis la conscience qu'on en a. Et donc on peut en faire différentes choses, je trouve, et c'est intéressant d'aller faire ce petit tour-là. Alors je suis désolé, mais la lecture de ce livre m'a poussé à écrire des grosses tartines à des moments. Et là je t'en enchaîne deux. Tu m'excuseras, ça va? Ouais. Parce que je voudrais prendre quelques secondes quand même pour éviter de simplement pas le faire. C'est une vérité capitale qui fait bon se remémorer et que j'ai retrouvé régulièrement dans le livre. Tout le monde s'en fout en fait. Voilà, tout le monde est obnubilé par son monde, sa vision, sa grille de lecture. Je fais pas mal de spectacles sur scène, par ailleurs, de cette activité-là, et réaliser ça, ça m'a libéré. La seule personne pour qui ma performance sur scène est ultra importante, c'est moi. Tous les autres, ils ont bien d'autres choses à penser. Ils viennent se vider la tête ou passer un bon moment ou au pire avoir un coup de cœur. Mais dans une semaine après le spectacle, ils se souviendront presque pas qu'ils ont assisté à ça. Alors pour moi, il y a une pression sur mes épaules dans ce moment-là qui est énorme et j'ai l'impression que si jamais je me décentre pas de cette pression, on dirait que tout le monde met autant d'importance que moi au fait que je fasse une bonne performance. Mais tout le monde s'en fout. S'il trouve ça, en fait, s'il se trouve nourri ou touché par ce que j'ai proposé, c'est du bonus. Et évidemment, c'est agréable qu'il y ait des gens dans le public parce que c'est à la base d'un spectacle réussi. Mais c'est moi qui initie le rendez-vous en proposant le spectacle. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouvais important de passer par ce point-là. Comment ça sonne pour toi, juste ce petit crochet? Ça va? Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que si on est soi-même autant égocentré à faire attention au regard des autres, faut pas oublier que les autres sont pareils en fait. Ils sont tout aussi égocentrés à faire attention à leur propre nombril. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu parles de spectacle, mais les spectacles qui parlent le mieux, c'est là où les personnes en fait vont pouvoir transférer quelque chose en fait, vont se projeter dans la situation. C'est ça qui marche le mieux. Si on prend des sketchs, les sketchs qui fonctionnent le mieux, c'est parce que ça te parle, toi, dans ta réalité, en fait. Parce que tu dis, ah, mais oui, c'est vrai, oh là là, moi aussi. Et donc, c'est ce qui fait que c'est encore plus drôle et encore plus marquant. On est en plus dans une société quand même ultra égocentrée. Les réseaux sociaux y participent énormément. On parle de soi, on va regarder énormément comment ça se passe chez les autres pour se comparer soi, à la positive ou négative. Donc, utilisons ça positivement à notre avantage, hein, comme tu dis, et autant se dire, effectivement, tout le monde s'en fout, en fait. Et c'est vrai. Et il y a eu pas mal d'expériences comme ça, tu vois, en psychologie sociale, où justement, on demandait à des personnes de danser en public, dans les transports en commun, on le voit sur les réseaux sociaux aussi, et on voit à quel point ça fait sourire les personnes, mais après, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent à leur vie et ça n'a absolument rien changé et tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut être une expérience hyper intéressante. Et d'ailleurs, on dit souvent aux gens qui sont très stressés de ça, de s'essayer au théâtre, à la scène, au stand-up, ou, tu vois, dans un espace public, de faire des choses que, ils osent pas, et de se rendre compte à quel point tout le monde s'en fout. Ouais. Et vraiment, quand on a assimilé ça, mais d'une façon que je dirais sereine, parce que tout le monde, ça peut être déprimant de se dire tout le monde s'en fout, alors quoi, ça sert à rien, il faut plus rien faire. Non, en vrai, moi, ça gâche pas le plaisir que j'ai de faire ces spectacles-là, de les proposer, de partager un moment plaisant avec les gens. Mais en fait, c'est juste un bon moment, quoi. Donc c'est une sorte d'humilité
de retourner à ce que c'est réellement. On est 60, 100, 200 dans une salle et on passe un bon moment. Et c'est tout. En fait, tout le monde s'en fout, effectivement. Comme tu dis, il faut bien l'entendre. Et bon, dans le livre, il est quand même mieux expliqué que ce que là, je suis en train de faire. Mais c'est pas genre tout le monde s'en fout de vous, pas du tout. Déjà, oui, je pense que la plupart des gens s'en foutent, et heureusement, parce qu'on peut pas aimer tout le monde. Comme moi, je n'aime pas tout le monde, et il est normal que tout le monde m'aime pas, tu vois. Donc forcément, les gens qu'on aime, non, ils sont censés ne pas s'en foutre, même si on est toujours quand même tous un peu plus égocentrés. Mais ils s'en foutent dans le sens où, tant que ça les affecte pas, eux, dans leur vie, de manière, en fait, chronique, bah oui, en fait. Parce qu'on a assez, en fait, en vrai, on a tous notre charge mentale, la charge émotionnelle, la charge sociale. Moi, j'en parle beaucoup. La charge sociale, c'est quelque chose dont on parle peu, mais la charge sociale, c'est quand même le fait, tu vois, d'avoir de bons rapports avec ses voisins, avec son patron, avec nos collègues. Est-ce que tu as pensé à l'anniversaire d'un tel? Est-ce que tu as pensé au cadeau? Je sais pas. Enfin, tu vois, c'est quand même encore, voilà, ça rajoute une charge sociale quand même. Ces réunions qui durent très très longtemps où il faut faire semblant qu'on est intéressé alors que bon, pas du tout. Tu vois, ce genre de truc. Mais en fait, du coup, tout ça, ça nous épuise. On a tous une batterie quand même qui peut s'épuiser au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois, ça dépend comment on voit les choses. Donc effectivement, vu qu'on est tous pareils, bah on va trier en fait. Et donc ce qui se passe dans la vie des uns et des autres, ou ce que l'autre a fait, ou est-ce qu'il est tombé devant tout le monde, ou je ne sais quoi, bah ça sera juste anecdotique en réalité. Et c'est ça, le tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, qu'importe, parce qu'on a assez à faire. Et tant mieux. Ouais, super cette notion, oui, de charge sociale. Je trouve que c'est très juste. Je te remercie d'amener ça juste un petit clin d'œil et en ouverture possible pour les gens qui nous regardent. J'en reviens au livre. Il est à destination des personnes qui ont du mal avec les situations sociales. Et j'y ai retrouvé plusieurs fois, sous plusieurs formes, un axe que je résumerais comme ceci. C'est pas facile, mais promis, les autres font pas exprès d'être comme ils sont. J'ai ma petite idée sur le sujet, mais en quoi cette prise de conscience est-elle importante selon toi? Ça, c'est vraiment les phrases de Fabrice. Je crois savoir que tu vas l'interroger, mais tu vois, ça, c'est magnifique punchline. Ça, c'est vraiment... j'ai adoré parce que moi, j'avais plein de concepts, plein d'idées, et lui, comme ça, j'aime bien. C'est pas facile, les autres c'est pas leur faute. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Enfin, je vais essayer d'élaborer un truc, mais souvent, et c'est hyper intéressant de voir que c'est partout pareil. Dans les médias, en politique, c'est-à-dire au niveau micro ou macro, c'est toujours la même chose. On cherche un gentil et un méchant. On cherche quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Sauf que on sait tous que ça fonctionne pas comme ça, en fait. Déjà, selon les valeurs que l'on a, selon la lecture qu'on a, tu sais, ça me fait penser à cette image qu'on a sur Internet où tu as un 9, et donc d'un côté tu vois un 9, et celui de l'autre sens il voit un 6, et du coup ils se disputent chacun parce que tout le monde pense avoir raison, sauf qu'en fait, bon, ça dépend où on se place. C'est un peu ça, en fait. Donc parfois, du coup, nous, quand on est en difficulté sociale, qu'on n'a pas les codes, et je le comprends parce que je suis passée par là, tu vois, comme je t'ai dit, et du coup, on a tellement marre de se dire qu'on a un problème, qu'on se dit, mais c'est pas possible, en fait, j'en ai marre. Alors, soit c'est moi qui ai tort, soit c'est les autres. Tu vois, on est dans cette dichotomie tout le temps, en fait. Mais sauf que si on prend la distance et qu'on se dit, mais en fait, on vit tous peut-être dans notre propre monde, dans notre propre réalité, avec tu vois, comme on me disait, avec notre propre pensée et nos propres interprétations du monde. Ce qui fait que, possiblement, en fait, oui, c'est pas facile, mais les autres, en fait, ils font pas exprès d'être contre nous. D'ailleurs, ils sont même pas contre nous, en réalité. Ils sont juste dans leur propre monde à eux. Encore une fois, tu vois, on est autour de notre propre nombril. C'est pas qu'ils ont voulu te faire du mal. C'est qu'en fait, peut-être ils s'en foutent de toi, et ils ont raison de s'en foutre. Et c'est pour ça que le livre amène à cette idée de prends ta place, en fait. Juste prends ta place. Et même si c'est pas facile, on va te la laisser. Parce qu'en fait, il n'y a pas, si tu veux, c'est pas comme le jeu des chaises musicales. Il n'y a pas 100 personnes et 99 chaises. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Tout le monde peut prendre sa propre place, en fait. Il y en a suffisamment. Et tu peux même en changer tout le temps, d'ailleurs. C'est pas un problème. Il y a que toi qui penses que tu dois en trouver une qui te correspond. Ouais, très juste. C'est bien, c'est bien. Écoute, je suis content de ce moment qu'on partage. Je te remercie vraiment, c'est cool. Dire on est passé à un cheveu de pas le vivre ce moment-là, je suis vraiment content.
Donc, dans ce livre, il est aussi question beaucoup de retour au corps. Alors, on a évoqué en début d'échange, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Et suite aux différentes directions qu'a pris notre échange jusqu'à maintenant, je me demandais si revenir au corps, c'était rééquilibrer, faire perdre un peu de pouvoir à notre grille de lecture, donc à notre mental, à notre façon de considérer les choses, de nous positionner, de voir les autres et de se considérer soi, et de la confronter à du concret. Est-ce que c'est ça, un petit peu l'intérêt ? Ouais, je ne saurais pas répondre exactement à ta question, mais ce qui me vient là, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule manière de revenir à son corps. Je dis ça parce que, tu vois, il y a le vent à poupe sur la méditation, le yoga, tout ça, et je pense que ça peut être des outils vraiment incroyables pour beaucoup de gens. Mais quid de ceux qui n'aiment pas, tu vois. Encore une fois, ils peuvent se sentir un petit peu dire, bah voilà, moi c'est pas mon truc. Bah oui, peut-être ça. Alors déjà, il y a plein de yoga différents et tout ça, mais je veux dire, bah tu peux peut-être trouver autre chose en fait. Peut-être que ton rapport à ton corps, c'est juste parfois de te poser tranquille, voilà, et de rien faire, tu vois, voilà. C'est peut-être juste prendre soin de qu'est-ce que tu mets dans ton corps en alimentation, le fait de faire du sport, de dormir, juste de dormir, tu vois, parce que je sais que c'est un vrai sujet pour les personnes atypiques, le fait de se reposer, de dormir, d'avoir un sommeil de qualité. Ça peut être juste ça en fait. Ça peut être juste être attentif quand t'as mal quelque part. Il y en a qui refusent d'aller consulter un médecin, un kiné, un ostéopathe, tu vois. Donc il y a plein de manières de faire ça. Donc en fait, je dirais pas que c'est mettre en sommeil son cerveau, mais c'est peut-être l'utiliser pour justement faire prendre soin de son corps, tu vois. C'est justement qu'ils coïncident ensemble. Peut-être que ta réflexion, ouais, peut-être que ta réflexion peut servir justement le bien-être de ton corps. Tout à fait. Ben merci pour cet éclairage. Lorsqu'on garde beaucoup pour soi ce qu'on pense réellement et qu'on se ressent souvent hors sujet, pas intéressé, frappé par l'absurdité des fonctionnements des autres, on a tendance à avoir une vie intérieure très riche. Est-ce que ce livre s'adresse spécifiquement aux personnes dont le monde intérieur est bien plus élaboré que leur vie sociale ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis là parce que je dirais... Alors, attends, tu peux redire ce que tu dis parce que j'ai la sensation que de mal interpréter tes propos et ce que je voudrais surtout pas faire, mais j'ai la sensation que ce que tu dis, c'est que quand on sent un petit peu à côté de la plaque et qu'on comprend pas trop le monde, on développe un monde intérieur plus riche, c'est ça ? J'ai l'impression, en fait, si tu veux, je parle de ce que je connais à titre personnel et ce que je rencontre autour de moi en croisant beaucoup de personnes atypiques lors des accompagnements que je propose par exemple, et puis dans les amitiés qui sont les miennes, etc. Il peut y avoir un monde intérieur vraiment très très fourni, très riche, avec justement beaucoup de théories, beaucoup d'avis, beaucoup de relations, de connexions entre les informations, et puis derrière très peu de mise à l'action, très peu de possibilités en fait d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et donc on a l'impression que notre vie intérieure est plus vraie que notre vie avec les autres. La vie avec les autres étant résumée à quelque chose de faux, automatique, où on se censure soi-même, où on peut pas dire vraiment qui on est, ce qu'on pense, parce qu'on a appris au fur et à mesure à s'acclimater à cette non-expression de qui on est. C'est plus clair, dit comme ça ? Ouais, tu veux parler que ça paraît plus authentique, enfin que ça manque d'authenticité. Oui, tout à fait. Okay. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ce besoin d'authenticité. En fait, moi, je rejoins ce besoin d'authenticité avec le besoin de se sentir soi-même, d'avoir la sensation qu'on peut être soi-même, pleinement soi-même avec les autres, et aussi que les autres soient réellement eux-mêmes avec nous. Tu vois, et ça là-dessus, ça m'ouvre une petite parenthèse, parce que parfois on peut être frustré justement, parce qu'on essaye dans une relation, tu vois, on essaye d'être authentique, on essaye d'être vraiment soi-même, et on sent que la personne, tu sais, ce côté où on a envie de gratter, mais ça veut toujours pas, en fait. Et ça, c'est extrêmement frustrant, parce que du coup, la relation, elle est pas possible, puisque nous, on est en quête d'authenticité, on sent bien que l'autre, en fait, on sait pas s'il veut pas ou s'il peut pas, mais on sent bien qu'il est pas totalement lui-même avec nous. Ça arrive souvent quand on est hypersensible et qu'on sent bien que la personne... Voilà. Je pense que déjà, on a tous des filtres sociaux et qu'au fur et à mesure qu'on connaît la personne, on est de plus en plus à l'aise et donc on enlève au fur et à mesure des filtres et qu'on peut pas demander aux gens d'enlever les filtres, en fait. C'est à eux de le faire et qu'il y a plein de personnes hyper conditionnées, même des atypiques, tu vois, qui ont tellement porté ces filtres très, très, très longtemps qu'en fait, ils se rendent plus compte qu'ils ont des filtres. Tu vois, c'est un peu comme sur, je reprends le truc des réseaux sociaux, mais tu vois, si tu fais avec les filtres là qu'on voit, il y a des gens, je suis persuadée qu'ils se rendent compte à quel point ils ont pas cette peau-là.
Tu vois, ça fonctionne pas comme ça en fait. Quand tu vas passer devant un miroir, ça doit être un petit peu bizarre, quoi. Mais du coup, c'est ça. Il y a des gens, ils se rendent plus compte en fait qu'ils portent des filtres. Donc oui, dans une relation, c'est pas authentique. Est-ce que par contre, c'est plus vrai sa vie interne? Je suis pas convaincue. Je pense que c'est pas parce que ça manque d'authenticité que c'est faux. Je pense que c'est juste une autre vérité, encore une fois. Par contre, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que plus tu es authentique avec quelqu'un, plus tu te montres toi-même et plus tu laisses aussi l'opportunité de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système d'imitation. Donc la personne est peut-être pas prête, elle se rend peut-être pas compte, et ça, limite, comme on disait tout à l'heure, c'est la responsabilité de chacun de se dire, est-ce que je m'engage dans cette relation-là malgré tout? Est-ce que ça me va malgré tout de m'engager dans une relation où je sens que l'autre n'est pas totalement lui-même ou elle-même parce que elle en est pas là ou elle le souhaite pas, c'est aussi un choix. Donc oui, non, c'est ma responsabilité, mais on peut pas en vouloir à l'autre de pas, en tout cas, générer cette authenticité. Mais c'est une autre réalité. Et c'est une réalité, je pense, de toute façon, des relations sociales. Depuis toujours. Depuis la nuit des temps, je pense que on met chacun aussi nos propres barrières, par question de survie, par expériences passées qui ont été douloureuses. Mais je crois pas que ça rende les relations plus fausses. Par contre, oui, ça peut être un peu plus frustrant si on n'est pas en quête de ça. Mais encore une fois, ça renvoie à la responsabilité de chacun de se dire, est-ce que je m'engage dans cette relation? Comment je m'engage? Quel investissement je mets dans une relation qui m'apporte pas satisfaction? Ouais. C'est très clair et c'est une bonne proposition que tu fais là, dans le sens où, comment dire, je suis d'accord, je reviens sur ce que j'ai dit en disant, moi je suis d'accord avec ces vérités alternatives. Par contre, on peut vivre dans un monde dans lequel on est, dans une vie, dans une présence au monde et à soi, où on est persuadé que cette authenticité interne, c'est le vrai, c'est la vraie vie. C'est celle et donc c'était ça que je décrivais, parce que moi, quand j'ai vécu mes 33 premières années de vie, en fait, et donc j'ai pas beaucoup plus, mais j'ai eu le temps de développer autre chose, mais c'était ça, hein, c'était de l'auto-persuasion, et donc c'était vraiment la certitude que ma vérité intérieure, c'était ma vraie vie, et que la vie à l'extérieur, c'était fake, et donc du coup, oui, effectivement, maintenant, c'est rangé au même titre... je veux dire, ma vie intérieure, elle est rangée au même titre que la vie que j'ai avec les gens que je croise, comme une vérité et comme une dimension. Voilà, c'est le mot dimension que je cherchais. Je pense que c'était peut-être en fait, je pense qu'on peut passer par cette période-là et je pense que c'est une manière de se rassurer. Parce qu'il y a une sorte de colère, d'incompréhension du monde et que cette colère, du coup, si on peut pas la diriger contre soi, il faut bien la diriger sur quelqu'un, en fait. Et que c'est peut-être plus facile de se dire, de toute façon, moi, je détiens la vérité, dans mon monde à moi, c'est vrai. Et c'est un petit peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire que ça nous rend un peu peut-être intolérants aussi à la différence. Ça nous rend un peu intolérants parce qu'en fait, on a été peut-être intolérants envers nous-mêmes, quand les autres ont été intolérants envers nous-mêmes, donc on en devient intolérant envers les autres. C'est souvent comme ça. Mais je crois que ça serait très triste, justement, de rester avec juste son monde intérieur. Parce que c'est pas comme ça qu'on s'ouvre, c'est pas comme ça qu'on comprend, c'est pas comme ça qu'on prend sa place non plus d'ailleurs. Je pense que tu vis justement, si tu ne vis que dans ton monde intérieur, tu vis un peu justement dans une sorte de matrice. Ça t'ouvre pas à des perspectives, ça te rend pas résilient, ça te rend pas antifragile. C'est, en fait, tu périclites, je pense, tu vois. Tu vis en autarcie, d'une certaine manière. Ça manque d'oxygène, en fait. C'est sous cloche un peu cette histoire. Disons que tu es seul avec tes propres pensées, donc ça te mène pas loin à un moment donné, tu vois. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on puisse faire ces petites précisions-là. Toi qui regardes, prends ce que tu as à apprendre dans ce qu'on est en train d'échanger. Évidemment, nous, on est là, on est spontané dans ce qui est en train de venir. Et puis moi, j'ai écrit une partie des choses quand même, mais il y a vraiment ce truc-là de prendre ce qu'il y a à apprendre. Si t'es pas d'accord, c'est OK. Pas de problème. Moi, je dis c'est comme un buffet à volonté. On n'aime pas tout dans un buffet. On se sert de ce qu'on peut et on s'arrête quand on n'a plus faim. Voilà. Donc, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, je me demandais quel coût ça peut avoir de beaucoup observer, décortiquer, mais d'agir peu. Alors, tu as un peu répondu dans la réponse précédente, mais est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, des éléments que tu n'as pas cités? Je pense qu'on en arrive à avoir une mauvaise image de soi. En fait, le problème le fait que on pense et on met pas en action, c'est que ça nous renvoie cette croyance et ça, d'ailleurs, ça nourrit cette croyance qu'on peut pas faire. D'une certaine manière, on peut pas avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose. Tout le monde est en quête de confiance en soi, sauf que la confiance en soi ne s'acquiert que par la mise en action. C'est parce que je me prouve que je peux tenter, même pas y arriver. Déjà, le fait de tenter, c'est ça qui fait que on gagne en confiance en fait.
Tandis que si je ne fais pas, je vais renforcer la croyance de « Ah ben tu vois, je peux pas y arriver ». Et même si on se donne le faux semblant, il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça, de ce faux semblant, au final, en fait, on gratte et sous la surface, il n'y a pas la confiance. Et ça, on voit la différence. Ce sont des gens qui vont se comparer, qui vont critiquer, ceux qui sont souvent dans la critique des autres, ou qui vont beaucoup envier la réussite des autres. Il y a un problème de confiance, en fait, parce que eux, ils ne passent pas à l'action. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est si compliqué, parce que les gens qui veulent passer en action essayent de trouver le soutien des autres, et souvent, ils essaient de trouver le soutien des gens qui ne sont pas passés à l'action. Et donc, ces personnes-là qui ne passent pas à l'action, ils ne veulent surtout pas que d'autres passent à l'action, parce que ça leur renverrait encore plus le fait que eux, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est un cercle un petit peu vicieux, parce que du coup, il faut trouver des gens que justement, ils ont fait, où ils sont là où vous aimeriez être. Et il faut s'inspirer de ces gens-là. Il faut pas se comparer à la négative, il faut s'inspirer et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont mis en place, que vous pourriez mettre en place. Et là, oui, là, on commence à avoir confiance, on essaye de comprendre. Mais au début, c'est difficile parce qu'en fait, ça nous renvoie juste à notre, justement, à nos difficultés. Donc, il faut passer ce cap un petit peu compliqué. Parce que sinon, malheureusement, on nourrit ça, on se dit qu'on n'y arrivera pas, donc on devient de plus en plus aigri, on râle de plus en plus, on en veut aux autres de changer ou de tenter des choses, on se moque de ceux qui tentent. Bref, tout ça, ça démontre souvent un manque de confiance qui est généré par une non-mise en action. Accepter sa rugosité, c'est un message que vous souhaitiez passer dans ce livre, je crois. Ouais. En fait, je pense que les gens, ils croient que en étant plus lisse, en se lissant, en essayant de passer inaperçu, tu vois, à travers tout le monde, en s'adaptant sans arrêt, justement, ils seront plus aimés, qu'ils trouveront leur place et tout, alors qu'absolument pas. Et j'aime bien donner un exemple assez concret, mais par exemple, dans la vie professionnelle, je suis sûre que les personnes qui nous écoutent, je sais pas, en entreprise ou je sais pas, dans leur entourage, ils voient bien qu'il y a quelqu'un de profondément pénible, pour ne pas dire con. Soyons honnêtes, tu vois. Tu t'imagines bien, tu sais, cette personne où tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Cette personne, elle est pénible, quoi. Et pour autant, plus pénible tu es, et plus t'es accepté. C'est-à-dire que tout le monde a compris qu'elle était pénible, que c'était vraiment la personne qui a toujours un truc à dire, toujours à râler, et elle est pleinement acceptée. Et c'est hyper intéressant en tant qu'atypique tu vois, d'être un peu anthropologue de tout ça et de te rendre compte qu'en fait, toi, t'essayes de faire des efforts, d'être bienveillant, de lisser tout le monde et tu te sens quand même moins accepté que la personne qui, elle, par contre, met les pieds dans le plat, râle pour tout, est vraiment pénible, manipule peut-être, tu vois, n'est pas honnête. En fait, ça démontre encore une fois que c'est pas ça le problème, en fait. C'est pour ça que autant accepter ses défauts, autant les mettre en avant presque, tu vois. Parce qu'au moins, c'est clair, c'est établi. Je donne un autre exemple, mais les neurotypiques, ils ont besoin, en fait, que les choses soient posées. Par exemple, si t'es bordélique et que, je sais pas, moi, t'invites quelqu'un chez toi, il vaut mieux que tu le dises, en fait, que tu sois bordélique. Il vaut mieux que tu le dises. Parce que la personne, elle le sait, elle rentre dans ta maison, elle se dit, ah oui, tu m'avais dit que t'étais bordélique, effectivement. Point. Voilà. En fait, après, ça devient un non-sujet. Tandis que si t'essaies de le cacher, tu mets ça, tu sais, sous les tapis, tu ranges vite avant d'inviter quelqu'un. Mais en fait, elle va s'en apercevoir. Elle va dire, dis donc, c'est pas très bien rangé, finalement, il y a tout sur le tapis et tout. Tu vois? En fait, c'est pire. Donc, c'est ça. Accepte de pas être lisse et justement, ne le sois pas. Ouais, il y a un autre exemple qui me vient, je vais citer un échange que je crois c'est Navo, donc l'acolyte de Kian Kojandi qui avait dit sur un bon moment, là, leur format que j'aime bien, il a dit en fait c'est la valeur du oui de quelqu'un qui sait dire non. Et il dit, lui il dit beaucoup non, Navo en question, et il dit quand je dis oui, les gens ils sont contents. Parce qu'ils savent Il faut pas s'obliger à dire le non tout le temps. Non, mais il y a de grosses chances qu'ils disent non parce qu'ils s'écoutent en fait et que des fois il est fatigué, des fois il a pas le goût pour certaines choses. Et donc les personnes qui vont dire toujours oui, la seule fois où elles vont dire non, vu qu'elles ont habitué les gens à une musique du oui, elles vont se faire cartonner derrière parce que c'est compliqué pour les gens de recevoir ce non. C'est-à-dire que à moi tu me dis non et tu dis oui à tout le monde. C'est ça qui en est tiré de la situation. Un peu plus loin, tu vois, dans les séries, les films, c'est assez incroyable de voir que les personnages préférés des gens, ce sont les méchants. Non mais voilà. Et ça, moi, ça m'a toujours, par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'a toujours rendu folle de voir que, genre, le méchant, mais vraiment, le pire méchant, quoi, sadique et tout, il fait une bonne action, tout le monde le remercie, et le gentil, à un moment donné, il se trompe, et alors par contre, il en prend, mais alors plein, tu vois. C'est-à-dire, on lui en veut énormément. Ça, je trouve ça assez dingue, en fait, tu vois, mais c'est une injustice, je trouve phénoménale. Donc non, moi, je n'aime pas les méchants dans les films, je tiens à le dire. Message passé. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant ce livre ? Déjà, à écrire un livre à 4 mains,
parce que c'était pas gagné, c'était la première fois et que c'est pas si évident que ça. Ok. Et sinon, ce que j'ai appris, moi, en tant qu'autrice, c'est vrai que c'est moi qui l'ai écrit, donc j'ai plutôt en fait, j'ai plutôt écrit ce que je savais déjà. C'est un peu compliqué d'écrire un livre si on maîtrise pas le sujet, donc mais non, je pense que ça a renforcé chez moi l'idée de pas attendre que les gens voient, que les gens proposent, que les gens veuillent bien qu'eux, en fait. Et plutôt moi d'être force de proposition, d'oser demander et de pas prendre personnellement le non. Ça, c'est hyper important quand même. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis, en fait, tout le monde s'en fout, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont pas en train de vous dire non pour vous. Ils sont juste en train de se dire oui pour eux. Ben, c'est la même chose pour vous. Quand vous dites en fait un non à quelqu'un, c'est pas un non contre la personne. Ça veut dire juste un oui pour vous, en fait. Vous vous permettez de dire non. C'est totalement différent. On en passe, si tu veux bien, aux petites questions rapides que j'avais prévues. Tu vois, ça tombe à peu près au bon moment. Et puis, je te laisse répondre vraiment très spontanément. Là, il n'y a pas de désir que tu sois exhaustive. Juste laisser intuitivement, spontanément sortir les mots qui te viennent, la phrase qui te vient suite à ma question. C'est OK? Ok. On tente, on verra. C'est quoi pour toi le libre arbitre? Être moi-même, en fait. Hmm. Ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie? Être aligné avec mes valeurs, avec mes convictions, être droite dans mes bottes, qu'importe les choix que je fais. Ok. C'est quoi pour toi l'objectivité? Hum, Pas grand-chose. Je pense que ça change tout le temps, ces trois mouvances. Hmm. C'est quoi ton dernier déclic en date? Alors celle-ci, elle met souvent KO. Ah, mon dernier déclic, c'est juste que non, c'est que je suis pas assez patiente sur certaines choses. J'ai toujours 36 000 projets et je me suis rendu compte là, il y a pas si longtemps qu'en fait, j'avais travaillé ma patience avec notamment sur le domaine de la maternité, mais pas forcément dans le domaine professionnel, et que comme je veux tout en même temps, tu vois, sans choisir et tout, la frustration de la typique type, quoi, je me rends compte qu'il faut vraiment que je travaille ma patience, en fait. Voilà. Hmm. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est pas devant un film. Non, je pense que j'étais fatiguée et c'était il y a 1 ou 2 semaines. Tu sais, les hormones des femmes, les mois, tout ça. Donc des fois, c'est vrai quand je suis fatiguée, souvent je pleure et c'est souvent le moment où il faut que j'aille faire dodo. À quoi ça sert les émotions? C'est incroyable les émotions. Ce sont des guides, des très bons guides en fait, pour savoir justement, en fait, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je veux dire, c'est fabuleux parce que ça t'indique beaucoup de choses sur toi et justement, ça te permet de prendre les meilleurs chemins possibles pour répondre à tes besoins. Ok. C'est quoi pour toi faire une juste place à ces émotions? C'est les accepter comme guide? La juste place. Je pense que c'est les accueillir sans les juger, ce qui est extrêmement compliqué parce que le mental interfère sans arrêt là-dessus en fait. Donc c'est un peu ce côté de j'essaie de regarder, tu vois, un petit peu à l'extérieur ce que dit le mental et mes pensées en fait pour essayer de justement laisser un peu plus de place aux émotions. C'est pas toujours facile, pas facile. Le fameux, tu sais, la fameuse question de je vais mal, mais je sais pas pourquoi je vais mal. Mais en fait, pourquoi tu t'interroges? Peut-être t'as juste besoin d'aller mal, t'as pas besoin de savoir pourquoi tu vas mal. Mais bon, tu vois ce truc-là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal chez toi? Le fait que je sois mariée avec des enfants, c'est une banalité. Ouais. Ok. Dernière question. Après, j'aurai des petites phrases à te faire compléter et ensuite on conclut tout ça. Mais c'est pas des moindres et donc du coup tu peux prendre un tout petit peu plus de temps. C'est est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Oui, moi je m'aime. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à m'aimer parce que justement on ne m'avait pas aimée et donc je savais pas comment on devait s'aimer. Et je pense que j'ai été au départ très dépendante de l'amour de mon mari pour m'aimer, mais qu'il m'a aimée justement d'une manière tellement saine qu'il m'a laissé m'aimer. Et je pense que justement, tu vois, ça rejoint un peu ton idée de libre arbitre. Je pense qu'aujourd'hui, je m'aime suffisamment pour me laisser le choix d'être même la personne que j'avais pas forcément envie d'être. Tu vois, des fois, on sent bien qu'on a justement c'est un peu ces parts d'ombre, ce côté un peu, ça nous plaît pas.
Et pour autant, je pense que s'aimer, c'est se dire c'est ok en fait. Je cherche pas du tout à être parfaite. Je cherche à améliorer certaines choses et d'autres non. Et je m'aime comme ça aujourd'hui. En fait, j'essaye pas de me dire je m'aimerais plus parce que je serais autrement. Ouais. Merci pour ça. Du coup, je te propose de compléter des phrases que je commence et de les Allez. finir avec les mots qui te viennent. Selon moi, le monde serait plus beau si... Si tout le monde s'aimait plus, justement, soi-même. Hmm. Être humaine, pour moi, c'est... Essayer de vivre en harmonie dans ce monde. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement... Être à l'écoute justement un peu plus de mes besoins physiologiques. Ok. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement... Cet échange, je l'ai trouvé très original autour de ce livre et je trouve que c'est sympa, des questions qui changent de ce qui est d'habitude posé. Super. Ben, merci beaucoup, Élodie, pour ta confiance, pour cet échange sincère, fluide, riche, humain. Je te laisse le dernier mot que tu pourrais avoir envie de dire. Je suis désolée pour Gaëtan, c'est ça qu'il n'ait pas pu poser de questions. Mais non, sinon je te remercie. Merci d'avoir été aussi adaptable par rapport à mon emploi du temps, parce que je sais que c'est pas forcément évident. Et voilà, merci de ta gentillesse et de ta prévenance. Eh ben, je te remercie beaucoup. Les liens pour accéder à tes livres et ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!